Bonjour chers étudiants. Dans le cadre de notre cours du droit pénal général, on va réserver cette séance à l'étude de la diversité de la loi pénale, de l'infraction pénale et de sa complexité. En effet, l'infraction ou l'incrimination est tout fait prévu et puni par la loi pénale. Bien que certains auteurs emploient indifféremment l'infraction ou l'incrimination, les deux notions se distinguent nettement. L'incrimination est le fait pour le législateur de rendre un comportement criminel, alors que l'infraction est l'attitude d'une personne qui transgresse les interdits du législateur. On peut dire donc que le législateur établit des incriminations alors que l'individu commet des infractions. D'où la nécessité de préciser et de cerner le concept de l'infraction. L'infraction est ainsi l'expression et la matérialisation d'un interdit pénal. Cette définition légale répond à un souci prédominant d'ordre technique, mais il n'exclut pas pour autant la coloration morale et ou sociale de l'acte, ce qui justifie la diversité d'approches qui portent sur la notion de l'infraction. En effet, une définition exacte de l'infraction serait toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale parce qu'il choque la morale et trouble l'ordre social. Cette définition met l'accent sur la particularité des approches morales et sociologiques qui fournissent des définitions idéales à l'infraction. Une définition idéale de l'infraction, si elle paraît satisfaisante pour l'esprit, il serait pour la plupart des auteurs insuffisante aussi bien pour la protection de la liberté individuelle de ceux auxquels on peut songer à l'imputer que pour la défense de l'ordre social, en sorte qu'on a dû renoncer aussi bien à une définition morale qu'à une définition sociologique. Selon la conception morale, l'infraction est un fait moralement répréhensible. En effet, cette définition serait la source d'une très grande incertitude et par conséquent d'un arbitraire important. Les conceptions morales peuvent être très exigeantes pour certains et trop souples pour d'autres, et il n'appartient pas à la collectivité de définir des normes morales moyennes, d'autant plus qu'un grand nombre d'infractions sont tout à fait indépendantes de considérations morales. Si, par exemple, s'il est indispensable au bon fonctionnement de la circulation que tous les automobilistes roulent sur le même côté de la chaussée, et par conséquent que l'on punisse ceux qui ne se conforment pas à cette règle pratique, aucun argument moral ne peut conduire au choix de la partie droite ou de la partie gauche de la route. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la grande part de la morale continue à fonder la plupart des incriminations au moins classiques. D'ailleurs, l'évolution du droit pénal a fait de ces incriminations d'ordre moral de véritables règles de droit au profit de la consécration et de la sanction étatique. Ainsi, il ne s'agit pas d'exclure la morale du droit pénal, mais de constater qu'elle est techniquement insuffisante pour servir de critère à l'infraction. Selon la conception sociologique, l'infraction est tout fait qui trouble l'ordre social. Cette définition assure la précédente l'avantage d'inclure le droit pénal artificiel, mais il a l'inconvénient de ne pas permettre de savoir quand un comportement directement préjudiciable à un particulier devient suffisamment grave pour qu'on puisse considérer qu'il porte atteinte aussi à l'ordre public. À quel stade le droit pénal doit-il intervenir? Par exemple, quand un individu s'impose dans un lieu occupé par un autre, est-ce que quand il passe dans son champ, quand il pénètre son jardin ou seulement lorsqu'il entre dans sa maison? En effet, dire qu'un fait est répréhensible quand il
trouble l'ordre social nécessite d'abord de définir ce qu'est l'ordre social, pas forcément compris de la même façon par tous les groupes constituant une société donnée, ce qui fait dire à une partie de la doctrine que la définition sociologique est comme la précédente imprécise. De ces définitions précédentes, on déduit donc qu'il y a des conceptions fort différentes de l'infraction, suivant qu'elle émane de telle ou telle discipline. Qu'en est-il de la définition juridique de l'infraction? Du point de vue juridique, on peut définir l'infraction comme l'action ou l'omission imputable à son auteur, prévue par la loi, est punie d'une sanction pénale. Prise dans ce sens, l'infraction est souvent appelée délit, c'est-à-dire, on le verra, un acte d'une gravité moyenne, intermédiaire entre le crime et les contraventions. Toutefois, il est fréquent qu'un même fait constitue plusieurs manquements à la loi pénale d'une part et à d'autres branches de droit d'autre part, tel que l'exemple de la violation du secret professionnel par un médecin, qui constitue une faute déontologique, donc disciplinaire, une faute civile à l'égard de son client et une infraction pénale, ce qui nous mène à distinguer le délit pénal du délit civil d'une part et du délit disciplinaire d'autre part. D'abord, le délit civil diffère de l'infraction pénale à 3 égards: quant à la source, quant au résultat et quant à la sanction. En ce qui concerne la source, le délit civil est tout fait fautif qui cause à autrui un dommage. La liste des fautes n'est pas à l'avance dressée de façon limitative. Au contraire, l'infraction pénale figure nécessairement sur un catalogue exhaustif, décrivant de façon précise l'acte visé. En effet, pas d'infraction sans texte. Quant au résultat, le délit civil n'existe pas sans un dommage causé. Au contraire, l'infraction pénale, bien sûr, pouvant exister indépendamment de la réalisation d'un dommage, tel que l'excès de vitesse, la simple tentative, le délit manqué, le port d'armes prohibé, et la sanction est toujours indépendante du résultat. Même si le juge peut en tenir compte pour l'individualisation de la peine, il ne s'agit là que d'un élément d'appréciation parmi d'autres. Quant à la sanction, l'indemnisation sanction du délit civil profite à la victime, alors que la peine sanction de l'infraction pénale vise à protéger la société et à resocialiser le délinquant. Il ne profite pas directement à la victime. Le droit civil connaît, pour sanctionner ses prescriptions, tout un arsenal de sanctions qui lui est propre. Nullité, révocation, déchéance, inopposabilité. À l'inverse, il arrive que les obligations posées par le droit civil seraient si importantes que leur inexécution transgresse les personnes directement intéressées et risque de causer un trouble social. Dans ce cas, il arrive qu'on incrimine pénalement un semblable manquement, comme par exemple l'abandon de famille, qui est réglementé par l'article 479 à l'article 482. En revanche, on se trouve totalement en droit civil lorsque la non-exécution d'une obligation trouve sa sanction seulement en droit civil. On passe au droit pénal quand le non-respect d'une situation de droit privé donne lieu à une incrimination. Lorsqu'un délit est à la fois civil et pénal, comme le cas des coups et blessures, il donne lieu à 2 actions, l'action pénale et l'action civile. Bien sûr, l'action publique et l'action civile. L'action publique a pour, bien sûr, objet l'application de la loi pénale, alors que l'action civile a pour objet la réparation du dommage. Bien sûr, l'action publique sert à
appliquer la peine aux délinquants, alors que la sanction civile, bien sûr, elle tend à réparer le dommage causé à la victime. Toutefois, il peut y avoir infraction pénale sans délit civil, par exemple la violation d'un stop non suivi de collision, comme il peut exister un délit civil sans infraction pénale. Par exemple, le peintre d'une façade qui, en manœuvrant son échelle d'une façon maladroite, casse bien sûr les vitres d'un immeuble. Ceci dit, qu'en est-il de la comparaison entre le délit disciplinaire et le délit pénal? La faute disciplinaire consiste dans la violation des règles particulières à des groupements restreints, comme des groupements sociaux ou professionnels, tels que les médecins, les avocats, fonctionnaires, les architectes, topographes, etc. Il diffère de l'infraction pénale à 3 égards. Quant à la source, la faute disciplinaire peut résider dans un fait, sans doute contraire aux intérêts collectifs du groupement social restreint, même s'il n'est pas expressément interdit par les règles de ce groupement. Autrement dit, sans que le fait soit nécessairement désigné à l'avance de façon précise. Ainsi, tout manquement à l'honneur ou à la dignité, sans autre précision, peut constituer de la part d'un médecin une faute disciplinaire. La loi 08-12 du 13 mars 2013 relative à l'Ordre national des médecins dispose dans son article 1er que l'Ordre national des médecins a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur du métier ou bien de la profession du médecin. La loi 3093 du 25 février 1994 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes dispose dans son article 75 que les conseils régionaux et le Conseil national par voie d'appel exercent à l'égard des ingénieurs géomètres topographes et de leurs sociétés inscrites à l'ordre le pouvoir disciplinaire ordinaire dans les cas suivants. Parmi ces cas, il y a le cas de la violation des règles professionnelles et le manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité de la profession. Alors que l'infraction pénale est limitativement prévue par le législateur pénal et résulte ainsi de la violation de la loi pénale. Quant au résultat, le délit disciplinaire ne perturbe qu'un ordre juridique particulier au groupement en cause, alors que l'infraction pénale perturbe un ordre juridique général d'application beaucoup plus vaste. Quant à la sanction, alors que le délit pénal ne puisse être puni que de peines prévues par la loi pénale et prononcées par un tribunal répressif, le délit disciplinaire entraîne l'infliction de mesures disciplinaires concernant exclusivement l'exercice de la profession, comme le blâme, suspension provisoire ou bien temporaire de l'exercice de la profession ou même l'exclusion. Ces mesures disciplinaires sont généralement prononcées par les juridictions disciplinaires, à savoir les conseils de l'ordre, par exemple des médecins, des avocats ou des ingénieurs, géomètres, topographes ou des architectes, etc. Et elles sont de beaucoup inférieures aux sanctions pénales. L'article 79 de la loi 3093 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes prévoit que les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils, c'est-à-dire les conseils régionaux, sont les suivants. L'avertissement, les conseils régionaux et le conseil national, bien entendu, sont les suivants. Donc, il y a l'avertissement, le blâme, la suspension du tableau pour une durée de 6 mois au maximum, la radiation du tableau de l'ordre. L'avertissement, le blâme, la suspension peuvent comporter une sanction complémentaire si le conseil en décide ainsi.
l'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pour une durée n'excédant pas 10 ans. En effet, une infraction pénale peut également être un délit disciplinaire. Par exemple, un médecin qui s'est rendu coupable d'un avortement illicite. Dans cette hypothèse, on admet généralement que la décision disciplinaire ne peut contredire la décision pénale. L'article 79 de la loi 30-93 sus indiqué précise que l'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le Conseil national a qualité pour la transmission au parquet, sur sa demande en vue de l'exercice de l'action publique du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire. En effet, si le disciplinaire veille au respect des règles particulières à un groupe, le pénal qui veille au respect de règles civiques s'imposant à chaque citoyen dispose d'une force majeure. Toutefois, il faut souligner que sous la notion d'infraction se trouvent des infractions au pluriel, d'autant plus que par hypothèse, toutes les infractions diffèrent les unes aux autres et ne sauraient donc avoir le même régime, ce qui nécessite d'y mettre un peu d'ordre en les répartissant en diverses catégories par famille. C'est le classement des infractions. Bien sûr, les divisions et les classifications des infractions sont diverses et nombreuses. Dans notre cours, on va se pencher sur 3 groupes qui peuvent être distingués parmi les classifications principales de l'infraction. D'abord, en s'articulant sur la définition légale de l'infraction, ensuite en tenant compte des formes d'exécution de celle-ci ou encore de l'existence ou non de l'intention coupable. Dans le premier cas, où le critère de la classification est tiré de la définition légale de l'infraction, 2 types de classification peuvent être dégagés, selon que le législateur a considéré la gravité de l'infraction ou sa nature. Quant à la classification fondée sur la gravité de l'infraction, bien sûr, l'ensemble des infractions sont citées par l'article 111 du Code pénal selon leur degré de gravité. Il s'agit des crimes, des délits et des contraventions. L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime. Il s'agit de la mort, la peine capitale, la réclusion perpétuelle, la réclusion de 5 à 30 ans, la résidence forcée et la dégradation civique. Quant au délit, et bien sûr, il se dédouble en délit correctionnel et délit de police. Le délit correctionnel est l'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de 2 ans. L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont il fixe le maximum à 2 ans ou moins de 2 ans ou d'une amende de plus de 200 dirhams est un délit de police. Les peines délictuelles principales en vertu de l'article 17 du Code pénal sont l'emprisonnement et l'amende de plus de 1200 dirhams. La durée de la peine d'emprisonnement est d'1 mois au moins et de 5 années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites. Quant aux contraventions, elles sont des infractions que la loi punit d'une peine prévue à l'article 18 du Code pénal, à savoir la détention de moins d'1 mois et l'amende de 30 à 1200 dirhams. En effet, cette division tripartite de l'infraction, établie d'après la peine, bien qu'il présente des avantages, il a suscité plusieurs critiques à cause de certaines difficultés d'application. Quant aux intérêts de cette classification tripartite, il faut les évaluer tant à propos des règles de fond
que celles liées au régime procédural. Du point de vue de la procédure, relativement au jugement, les crimes relatifs de la chambre criminelle près la cour d'appel, les délits et les contraventions relèvent de la compétence des tribunaux de première instance. Le régime juridique de la mise en œuvre de l'action publique relativement à la prescription est différent. Pour les crimes, le délai de prescription de l'action publique est de 15 ans. 4 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Et ce, bien sûr, le tout à partir, bien sûr, bien à compter du jour de la commission de l'infraction, et ce, en vertu de l'article 5 de la loi 2201 du 3 octobre 2002 relative à la procédure pénale. Du point de vue des règles de fond, concernant le régime de la tentative, toute tentative de crime est assimilée au crime consommé en vertu, bien sûr, des dispositions de l'article 114 du Code pénal, alors que la tentative du délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale conformément aux dispositions de l'article 115 du Code pénal. Et la tentative des contraventions n'est jamais punissable en vertu de l'article 116 du Code pénal. En ce qui concerne le régime de la complicité, en matière de crimes et des délits, la complicité est punissable, mais jamais en matière de contravention en vertu de l'article 129 du Code pénal. Quant au régime de la culpabilité, s'agissant des crimes et des délits, le ministère public doit prouver la faute de la personne poursuivie, alors qu'en matière contraventionnelle, la faute est présumée et le contravenant doit prouver l'existence d'un cas de force majeure. Toutefois, le sursis ne bénéficie que pour les infractions qualifiées de délit. Ceci dit, cette classification souffre de certaines défaillances. C'est pourquoi elle subit des critiques de la part d'une partie de la doctrine. Ces critiques sont nombreuses. D'abord, il y a l'illogisme et le caractère artificiel de cette classification. En ce qui concerne l'illogisme, ce n'est pas de la gravité de la peine que doit dépendre la gravité de l'infraction. Une position logique suppose de déterminer d'abord la gravité de l'infraction, puis d'en déduire la peine, alors que le Code pénal raisonne à l'envers. En ce qui concerne le caractère artificiel, bien sûr, la deuxième critique apportée à cette division tripartite de l'infraction résulte de son incapacité de séparer nettement les crimes et les délits. Leur caractère artificiel apparaît manifestement lorsque, par l'effet des circonstances où il a été commis, bien sûr des circonstances aggravantes, le délit devient un crime. Par exemple, le vol aggravé par le port d'une arme. En effet, ces critiques et autres découlent surtout de quelques difficultés d'application que le principe de classification présente. La première difficulté d'application est relative aux peines hybrides. On parle des peines hybrides lorsque la peine est dictée par le texte est délictuelle par son maximum, mais contraventionnelle par son minimum. La jurisprudence considère que c'est ce maximum qui doit fixer la qualification pénale. La deuxième difficulté relève de la qualification de l'infraction. À ce niveau, la difficulté a trait à la variation de la peine provoquée par des circonstances atténuantes ou en cas de récidive. Dans ce cas, le législateur prévoit lui-même la solution en précisant que, de ces cas, la catégorie de l'infraction n'est pas modifiée. Exemple. À propos des circonstances atténuantes appliquant l'excuse de minorité prévue par l'article 139 du Code pénal, cet article prévoit qu'en matière de crime ou de délit, le mineur bénéficie d'une excuse de minorité. La peine est alors atténuée en vertu de l'article 517 du Code de la procédure pénale.
Si l'infraction est passible de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine sera de 10 à 20 ans. Le même principe d'atténuation s'applique à propos des excuses de provocation prévues par les articles 416 à 421 du Code pénal, sanctionnées alors par les peines prévues à l'article 17 du Code pénal. Dans ces cas, la qualification pénale initiale demeure inchangée, nonobstant les causes atténuatives de la peine. Quant à la récidive, l'application de ces conséquences conduit le juge répressif à appliquer à l'agent une peine plus lourde que celle prévue par le texte violé. Cette peine aggravée en raison de l'état de récidive ne modifie pas, elle aussi, la nature initiale de l'infraction commise. Bien sûr, la deuxième classification est celle qui est fondée sur la nature de l'infraction et c'est celle qu'on va traiter la séance prochaine. Merci pour votre attention et donc à la prochaine séance.